Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. Aujourd'hui, on va regarder la spéculation boursière qui peut faire en sorte que des bulles peuvent se créer au travers les temps, les époques, les années. Et une fois que c'est fait, on peut vraiment constater que ce qui est arrivé est une exubérance irrationnelle qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont acheté sans vraiment connaître la valeur des entreprises sur lesquelles ils mettaient leur argent. En 1637, en février 1637, après plusieurs années de spéculation sur les cours des bulles de tulipes aux Pays-Bas, les prix s'effondrent brusquement, provoquant la ruine de nombreux spéculateurs. Cet épisode concernant le marché de la tulipe est considéré par certains historiens comme le premier exemple de bulle spéculative économique et financière de l'histoire. Ce qui s'est produit, c'est qu'une simple bulbe de tulipe qui a été introduit en Hollande. Au commencement, elle ne valait à peu près rien. On a commencé à spéculer là-dessus parce que ça donnait des belles tulipes, une fleur qui n'était pas connue là-bas. Et puis, c'est arrivé à un certain moment où on a mis même nos maisons à vendre pour acheter de ces bulbes. Jusqu'au jour où une personne s'est aperçue que dans le fond, une bulbe de tulipe était simplement un genre d'oignon qui produisait une belle fleur. Et puis, ici, on voit sur le graphique ce qui est arrivé. La spéculation a commencé, 34, 35, 36. On voit ça comme ça. Un sommet et ensuite un creux. Et puis, plusieurs investisseurs ont été ruinés suite bulbe, à la bulle des bulbes qu'on a appelée la tulipomania. Si vous voulez vous convaincre que le marché a connu des crises les unes après les autres, je vous invite à aller visiter le site sur Wikipédia, la page sur Wikipédia qui parle des listes de toutes les crises monétaires et financières qu'on a connues. Il y en a eu un paquet. La tulipomania, c'est la première qu'on reconnaît comme étant le premier crash financier relié à une... En fin de compte, c'était la tulipe qui était le sujet. Sur Wikipédia, si vous allez voir liste des crises monétaires et financières, c'est ouvert à tous, vous pouvez aller voir. Vous pouvez voir la tulipomania, crash de 1720, ainsi de suite. Vous avez le fameux crash qui a laissé des très grandes marques dans l'histoire, le crash de 1929. Vous pouvez aller lire l'histoire du crash. Et c'est encore une histoire de spéculation boursière, que des personnes qui ont acheté des actions d'une manière irrationnelle et qui un jour s'aperçoivent que dans le fond, la valeur des entreprises n'est pas reliée directement à la valeur des actions. Donc, on a toute la liste des crashs qu'on a connus. 2000, il y a eu le crash des technologies. 2008, 2007-2008, la fameuse crise financière des subprimes. Et là, on est probablement à la veille d'un crash boursier au niveau américain. On a connu déjà un crash boursier en Chine, ce qu'on va vous montrer dans quelques instants, mais on est à la veille d'un nouveau crash boursier qui devrait toucher l'Amérique. Ici, j'ai pris cette image sur Internet, tout simplement. C'est une image qui était de 2009. Je ne sais pas qui en est l'auteur, mais on peut retrouver ça facilement. Ça nous parle du fonctionnement d'une bulle spéculative. Au commencement, on a un décollage. Plusieurs achètent des actions, en vente, tout va bien, on a une petite montée, des profits se réalisent. À un certain moment donné, certains prennent conscience que le marché, il y a des sous à faire là, donc ils embarquent. À cet effet, je vous parlerai d'un livre qui est assez connu, celui de Stan Weinstein, qui s'appelle Secret pour gagner à la bourse, qui parle sensiblement de la même chose. Il se trouve avoir une prise de conscience des investisseurs, qui rentrent. Et ensuite, on a
On appelle ça un piège baissier. Stan Winston, dans Secret pour gagner en bourse, appelle ça le retour. C'est un retour qui se produit, et puis après, on a une phase là, que c'est l'enthousiasme, la cupidité et même l'illusion qui fait en sorte qu'on a un sommet qui se produit, mais lorsqu'on est rendu ici, on ne croit pas qu'un sommet va se produire. On croit que les actions vont monter éternellement. Ce qui est arrivé en 29, ce qui est arrivé en 2000 à mon souvenir, et ce qui est arrivé en 2008 aussi à mon souvenir, parce que j'ai connu ces deux époques. Et ensuite, on a un éclatement de la bulle. On sait que les actions ne reflètent pas du tout la valeur des entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une action est une petite partie d'une entreprise, mais l'action ne reflète plus du tout la valeur de ce qu'est l'entreprise. Et on a un crash qui se produit, ben, un premier crash, on réalise que ce qu'on fait, ça n'a pas d'allure, on met des sous dans ce qui est du vin, en fin du compte. On a un piège haussier, un retour. Moi, j'ai appelé ça, personnellement, la reprise de l'espoir. On croit que le marché va reprendre sa course et continuer éternellement à de nouveaux sommets, mais c'est pas ce qui arrive. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la deuxième diapositive, là, après celle-ci. C'est ce qui est arrivé avec ce qu'on vit en ce moment en 2015. Et ensuite, on voit la peur, capitulation, désespoir, et ça recommence. Et ça, c'est pas nouveau, c'est depuis la tulipomania. On ne sait pas si c'est une vraie histoire ou si c'est faux, mais en tout cas, c'est toujours la même histoire. Pour ce faire, on va aller euh, revisiter des crashs qu'on a connus qui sont sensiblement même identiques à ce qu'on vient de voir comme phase de crash. Ça se trouve être la fameuse bulle techno en 2000. On a eu une croissance, vraiment une grande croissance, et je me souviens très bien parce que lorsque je suis rentré dans le marché, on était à peu près ici. Donc, j'ai connu cette exubérance irrationnelle. L'endroit où je travaillais, tout le monde disait d'acheter des actions, que c'était la meilleure chose à faire. Et même quelqu'un m'avait dit, en ne connaissant absolument rien du marché, dépêche-toi, il n'y en aura plus. C'est absolument illogique et irrationnel quand on ne connaît rien du marché. Et j'ai connu ce crash-là où j'ai été pris au piège, où j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais cette période a été quand même une grande leçon où j'ai commencé à lire. J'ai lu depuis ce temps-là, j'ai une trentaine, quarantaine d'ouvrages sur le marché boursier, sur les tendances, sur l'analyse technique, sur l'analyse comportementale des investisseurs. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur l'exubérance irrationnelle que peuvent connaître les marchés boursiers. C'est un livre de Robert Shiller qui se trouve à être docteur en économie et qui a gagné le prix Nobel en 2013. Donc, si on compare ce qu'on a vécu en 2000, c'est la même chose de ce que je vous ai dit précédemment. Une grande course, une exubérance irrationnelle, un retour, et on croit que le marché va poursuivre sa montée, même si on est à des sommets historiques. C'est la reprise de l'espoir, et puis ensuite, le crash arrive. En 2007-2008, sur le Nasdaq, parce que ça c'est le Nasdaq qu'on regarde en ce moment, il n'y a pas eu une si grande effervescence, parce que justement le Nasdaq n'était pas la proie des investisseurs irrationnels, des investisseurs qui achetaient sans savoir ce qu'ils faisaient. C'est arrivé avec le Standard & Poor's, le Dow Jones, c'est ce qu'on va regarder plus tard. Et là, on est en 2012, 2013, on va regarder plus tard 2014, 2015. Il y a qu'une petite remarque ici, quand on regarde les indicateurs, ça c'est à long terme, c'est un graphique à long terme, mensuel, il est assez facile de repérer par les indicateurs où s'en vont les tendances. Donc, on pourrait embarquer dans le marché
Par exemple, si j'avais embarqué, si j'aurais eu l'information avant, je serais embarqué dans le marché 96, 97, 98, j'aurais connu une belle montée. Quand j'aurais eu la cassure ici, j'aurais pu sortir. Et c'est la même chose pour 2007-2008. Puis en ce moment, c'est la même chose qui est en train de se produire. Donc, quand on est investisseur à long terme, on n'a pas besoin de surveiller les tendances quotidiennement. On n'a pas besoin de se fier aux nouvelles qu'on entend qui sont souvent euh, des journalistes ou des institutions qui essayent tout simplement de vendre des journaux ou de faire des sous avec la publicité qui sont mis sur soit les sites web, sur les journaux. La vraie information financière, faut fouiller, il y en a, mais il faut comprendre que ce sont les comportements des investisseurs qui tracent des tendances. On regarde maintenant la bulle de la bourse de Shanghai qui est arrivée dernièrement, donc on peut vraiment à chaud regarder cette réalité qu'on vient de connaître. La bulle a commencé fin de 2014, début 2014, et s'est poursuivi jusqu'en 2015. On a eu un crash assez important, 2015, mars, avril, mai. En ce moment, on vit une reprise de l'espoir, que les investisseurs croient que tout va repartir puis tout est beau. Mais si on est investisseur à long terme, on n'est pas pressé, on est sorti du marché et on attend. Si on regarde les indicateurs, ils nous confirment effectivement qu'on est en train de corriger. Et si on trace des tendances, c'est ce qu'on va apprendre dans les futures vidéos, si on trace des tendances sur les graphiques, il est assez facile de savoir, de trouver les points d'entrée et les points de sortie. En dernier, on regarde le Standard & Poor's aux États-Unis. Ici encore, on voit tendance haussière, tendance baissière, trace une tendance haussière, trace une autre tendance. Donc, les points d'entrée et les points de sortie sont assez faciles à voir. Là, je suis sûr, je suis parti de 96, mais point de sortie, ici, tendance cassée. On voit ici que l'histogramme de MAC commence à baisser. Confirmation par le TRIX. On a une reprise en 2003-2004. Cassure, si je trace une ligne ici, cassure de la tendance vers la hausse. Il faut rentrer dans le marché. On garde nos positions jusqu'en 2007-2008, lorsqu'on a une cassure. Si on trace une ligne de tendance, je ne l'ai pas faite là-dessus, mais c'est ce que j'aurais dû faire. On trace la ligne de tendance. On a l'histogramme de MAC qui descend, le TRIX qui descend. La cassure de la tendance se poursuit jusqu'à une autre position d'entrée qui est en 2009. Et on a d'une manière évidente, si on suit le RSI, oui, long terme, une position d'entrée, on reste dans le marché. 2011, je l'ai analysé un petit peu plus en détail dans une autre vidéo. 2011, on aurait dû sortir du marché parce qu'on a une cassure évidente de la tendance, mais à notre grande surprise, le marché est reparti et on a eu cette exubérance irrationnelle qui dure depuis 2012 et on en est ici. Ce que je pense, comme j'ai évoqué dans la vidéo sur l'analyse du Standard & Poor's 500, c'est qu'on va connaître une correction qui pourrait être dans les 1500, 1550 ou aller encore plus pire si on connaît un crash boursier qui pourrait se retrouver à 700 points. On n'en est pas encore là. Quand on suit les tendances à long terme, on ne peut pas spéculer, dire que le marché va se diriger vers un endroit, mettons, on dirait dans une zone. Cependant, vous avez des millions de personnes, je dis bien des millions de personnes qui regardent les mêmes graphiques que vous. Est-ce que c'est une prophétie auto-réalisatrice? Vu que tout le monde regarde le même graphique, tout le monde spécule à la même endroit, tout le monde trouve les points d'entrée puis les points de sortie à la même endroit. Peut-être, peu importe,
Nous, avec cette analyse-là, en regardant le graphique comme ça, on a nos points d'entrée, nos points de sortie, peu importe les raisons. Donc, à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée. C'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com. Merci.